Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode du Cru du lundi. Cette semaine, comme à l'habitude, je suis avec Samuel Claret. Bonjour, Allô, Sam? bonjour. Ouais, on s'est pas encore habitué au petit lag avec Twitch. On est comme... Ah! Et voilà, on remarque. Mais bref, je pense que ce sera pas trop visible. Donc, t'as passé une bonne semaine de lutte, Sam? Yes, semaine assez courte contrairement à ce qu'on a vécu la semaine dernière, là, mais quand même agréable. Non, c'est ça, c'est ça, depuis WrestleMania, on dirait que je suis comme... Mais c'est ça, on dirait que, je sais pas, les semaines sont courtes. On dirait que je suis perdu, j'ai plus de repères de temps. Ah ben, en plus, As-tu des nouvelles as-tu fait quelque chose d'intéressant cette semaine en lien avec la lutte? non, malheureusement, mais les billets de la WWE sont finalement sortis dernièrement aussi. Oui, j'ai eu la chance de mettre la main sur une paire de billets la semaine passée pour SmackDown à Montréal, là. Ouais, le coût des billets qui est quand même assez élevé, mais ça, fallait s'y attendre, là. C'est depuis que TKO a racheté la WWE, c'est intense les prix, disons ainsi. Oui, ouais, les prix ont pas ont vraiment augmenté. Je me souviens dans le temps. Dans les dernières années, on pouvait payer comme 35-40 $ pour aller voir la WWE. Puis même pour un Raw ou un SmackDown, c'est environ, ça jouait dans ces prix-là. Je te confirme que j'ai payé beaucoup plus cher pour avoir la chance d'avoir ce magnifique chandail et participer à l'événement relié à tout ça, le Elimination Chamber. Ça, c'est celui du Elimination Chamber. Oui, oui, oui. Mon seul événement que j'ai vu à la WWE. Et on se complète parce que c'est un des seuls que tu n'as pas vu, que tu n'as pas été. Ouais, exactement, depuis 2016, je pense. Mais oui, donc voilà, passons directement. Exactement, passons aux choses. On va passer à NXT, puisqu'on a fait le retour sur Raw la semaine passée. Épisode qui est sorti mardi, mais mardi dernier, oui. Ouais, donc NXT Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui ont commencé le show avec un match contre Gigi Dolan et Tatum Paxley. Bon, petit match, rien de spectaculaire, mais c'était efficace. On s'attendait peut-être euh, à voir Becky Lynch et Lyra Valkyria à la fin de Mania dans ce match-là, mais finalement, on le sait, Judgment Day qui ont regagné, oui, leur titre à Raw. Donc, ouais, bon petit match. Tatum Paxley qui progresse bien, qu'on a déjà vu à TNA, qui a été quand même importante dans le- qui a été une des personnes que la WWE a envoyé à TNA dans le partenariat quand même assez souvent. Donc, oui, bon petit match. Pour commencer le match, avant un, après ça, un petit segment de Penn and Teller, les deux célèbres magiciens de Las Vegas. Euh, Oui. et, et donc, oui, qui ont fait euh, réapparaître, oui, la coupe qu'ils avaient fait disparaître en fin de semaine, la coupe de Lexis King, Euh, qui Ben, donc, les c'est pas trophées vu. à WWE, c'est deux choses. C'est soit ils finissent cassés, ben trois choses. Soit ils finissent cassés par un autre lutteur qui s'en prend à eux. Par exemple, Braun Strowman qui avait cassé ou son trophée s'était fait endommager par Big Show, je pense. Ou non, je pense que c'était plutôt l'inverse. Mais soit ils sont brisés, soit on les voit plus, ou soit ils deviennent ils deviennent la récompense d'un combat. Ouais, bon, on s'était peut-être dit que c'était peut-être une façon de sortir la coupe héritage de NXT. On a tellement changé les stipulations pour le match
et tout. Mais non, donc après ça, mais la condition était que Lexis King défende la coupe, oui, dans le show, donc on a pu avoir ça un peu plus tard. Mais en attendant, Ricky Sainz faisait une bonne petite promo quand il a été interrompu justement par Lexis King qui était pressé d'avoir son match. Une interaction entre les deux qui va mener à un combat de Ricky Sainz contre Lexis King pour le titre nord-américain détenu par Sainz. Et après ça, donc, on arrivait au match finalement de, euh, de Alexis King, oui. Contre Noam Dar, oui. En fait, c'est un Puis, retour, oui, un retour surprise. Noam Dar, près d'un an sans match pour lui. mais, C'est. ouais, mais Noam Dar, qui est à la WWE depuis tellement longtemps, et on dirait qu'il n'y a jamais eu nécessairement de push. Je pense que ça va être ce qui se rapproche le plus pour lui d'un prix de la WWE, si je me Ouais, ben, en trompe fait, pas. à la WWE, depuis 2016, lui, donc ça fait quasiment 10 ans. A, bien sûr, principalement été à NXT. En fait, a quasiment a pas été sur le main roster, du moins pas à ma connaissance. Et donc, ça faisait quand même un an quasiment qu'il avait quitté. Était un membre, en fait, sur le main roster de la légendaire division 205 Live. Oui, 205 Live, je sais pas si vous étiez à SmackDown en 2019, je crois, où on avait pu voir un épisode de 205 Live en direct. Mais sinon, il était NXT UK, c'est un Britannique, un Écossais, en fait. Et donc ça faisait un an, en fait, 11 mai 2024, sa dernière apparition, c'était dans un house show. Mais son dernier match datait du 16 avril 2024, donc un an, euh, contre Dijak. C'était quand même quelqu'un qui était utilisé dans des bonnes conditions, contre des bons adversaires. Il faisait équipe avec Oro Mensah dans l'équipe surnommée Metaphor, qui était probablement plus connu que Noah Dorm en tant que lutteur solo. Mais ça va être intéressant à suivre. Est-ce qu'il va revenir en équipe avec Oro Mensah? C'est quelqu'un qui lutte encore occasionnellement, mais que c'est pas. On s'entend que sa carrière a stagné un peu depuis qu'il a perdu son coéquipier. Il fait des house shows, mais on ne le voit pas vraiment. En fait, il a été sur Evolve, donc a été plus souvent dans la télé à Evolve qu'à NXT. Donc, peut-être un retour de Metaphor qui pourrait être très bénéfique pour Oro Mensah. Euh, et ça rajoute une autre bonne équipe dans la division qui est déjà solide, même si qui avait vient d'être affaibli un peu par un call-up qu'on va parler un peu plus tard quand on va parler de SmackDown. Oui, Mais oui, donc Noam Dar, un jour, je vais le prononcer comme du monde son non, nom. exactement. Mais je pense que c'est un nom quand même assez difficile à prononcer. Ouais, et dans le match, une chose que j'ai notée, il a fait quelque chose que tu apprécierais certainement. Il a essayé d'effacer la barbe de Lexis King Oui, mais en qui mettant de ne la veut pas salive. effacer la barbe de Lexus King? Je sais pas si tu te souviens, tu sais, dans les magasins quand on était jeunes, il y avait des grosses gommes à effacer, là. Tu sais, les grosses gommes à effacer roses, là, qui étaient Ouais. absurdement grosses. Je prendrais ça puis j'y frotterais le bas de la face un peu, là. Mais oui, donc, et il a fini par remporter la Coupe Héritage. Donc, Lexis King n'est plus champion. C'est Noah Dar qui l'emporte. Lui, il l'avait déjà eu à l'époque que c'était à NXT UK. Donc, un bon moment pour lui. Il revient. Son momentum a peut-être été coupé quand il a été blessé malheureusement l'an dernier. Et avec la division d'NXT qui recommence en puissance, ça va être intéressant de voir s'il peut suivre le rythme ou s'il va juste euh, tomber dans la sous-carte de NXT. Oui, exact. Par la suite, il y a eu Tia Hale
qui a battu Fallen Lee. Ouais, bon petit match. JC Jane a fini par la frapper par accident dans le visage et TIL a fini par faire tap out Fallon Henley par soumission. Donc, ça va être intéressant de voir si ça cause la discorde dans l'équipe. Mais une victoire qui est intéressante pour TIL, ça va lui faire du bien aussi. Oui. Donc, après ça, il y a eu un Euh, segment de Obafemi. oui, avec Joe Hendry. Joe En Hendry qui a fait, fait son Trick retour. Williams, Ah oui, oui, Trick oui. Williams qui parle et se fait interrompre par Say His Name and He Appears et les commentateurs ont vendu ça à merveille, en crié de joie et j'adore ça. Vic Joseph était super dans ce moment-là. Donc oui, Trick Ben, Williams. moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir le titre de Joe Hendry changer de main pour aller à NXT? On va en Parce que parler après on va en parler après les shows de, de SmackDown. Je vais parler vite fait de TNA qui avait un PLE, un pay-per-view en fait en fin de semaine. ouais, Mais ça pourrait être possible. Mais là, le match, c'est Obafemi contre Joe Hendry. Obafemi va battre Joe Hendry. Ça va pas être pour le titre, c'est un classique. non, c'est ce qu'on est habitué de Mais voir depuis un Obafemi bon qui a bout de temps. justement dit à Joe Hendry qu'il ne devrait pas faire la même erreur que Moose. Mais c'est parce Euh, qu'en ce moment, Joe Hendry, on le construit un peu comme. Ben, à la WWE, il paraît quand même assez mal. Une défaite contre Randy Orton en quoi? En 3-4 3 minutes. minutes environ, ouais, c'était pas long. Là, j'ai l'impression que le match contre Obafemi, ce sera pas un match d'une demi-heure, ça va être un match, encore une fois, qui va être là pour prouver la force pour démontrer la force d'Obafemi plutôt. Oui, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que Joe Hendry, pour une rare fois, a été très bon micro dans ce segment-là. Souvent, c'est peut-être sa faiblesse, il y a moins de charisme, il se perd dans ses mots. Mais là, justement, tu sais, quand Trick Williams il en a parlé qu'il s'est fait battre en 3 minutes par Randy Orton, il a simplement répondu en disant oui, je me suis fait battre en 3 minutes par un RKO, mais j'ai lutté à WrestleMania devant 60 000 personnes pendant que tu regardais dans les estrades. Ça, c'est intéressant aussi. Et Joe Hendry qui a décidé qui voulait affronter Obafemi. Ça va être intéressant de voir, ça va être pourquoi, ça va être comment, sûrement un match à NXT dans les prochaines semaines, soit à NXT ou au prochain PLE de NXT. Mais je pense que le prochain Hmm. PLE de NXT, ça monte à juin prochain, en même temps que Money in the Bank, si je me trompe pas. Je veux vérifier ça, mais parce mais c'est le PLE avec Triple A. Euh, Ah oui, 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 c'est ça. c'est ça, mais Mais par la suite, on a eu Osiris Griffin et Dion Lennox qui ont battu Javon Evans et Miles Bourne. avant ça, Ah, il y avant a ça, oui. eu ouais, Stax, Stax qui était dans le désert avec son compatriote de la mafia et qui semblait insinuer qu'il était peut-être surveillé, qu'il avait des plans pour peut-être éliminer quelqu'un. Ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Il y a aussi Trick Williams qui était en tabarnak dans le backstage et qui a Whoop, tout whoop, whoop, whoop. scrappé. Vocabulaire, Monsieur Clavé. On mettra la restriction que ce n'est pas pour un enfant sur YouTube Bon, on va se faire démonétiser maintenant. parce qu'on est tellement monétisé Ah, aussi. mais ça. Mais ça, la semaine passée, on parlait de se faire tatouer le logo YouTube sur l'avant-bras. Juste, moi, je veux juste le logo de la démonétisation aussi. De la monétisation plutôt, oui. Ça serait fou. Un peu comme. Un côté, c'est monétisation. L'autre côté, c'est démonétisation. C'est dans un vieux film, il y avait. J'ai oublié le nom. Il y avait un prêtre qui avait qui avait un tatou. Il me semble que c'était foi. Et l'autre, c'était. Bon, je vais arrêter mes descriptions vagues de vieux cinéma.
Vous avez probablement pas vu le film. C'est un film que j'ai vu il y a un bout. Et allez voir ça. Faites vos recherches. On va garder ça, on va garder ça simple. Mais oui, Javon Evans et Miles Bourne ont fait équipe parce que Miles Bourne en backstage était un peu contrarié que No Quarter Catch Crew était allé à Bloodsport sans lui et c'est Dark State qui lui en parlait et Javon Evans est apparu, ont fait équipe et affronté donc Dark States qui ont emporté un autre match. Bon match dans l'ensemble. Et après le match où Mars Bourne s'est fait piner, si vous me permettez l'expression, Bon, on peut dire il y a, a subi un tombé, c'est plus beau, c'est plus. oui, effectivement, et donc les deux gars de No Quarter Catch Crew le regardaient en ayant l'air de se demander pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi, bref. Et après ça, donc, un segment backstage avec Eva Inamura qui fake un retour au Japon, dit que son temps est fini, qu'il retourne finalement au Japon. Et Eva, pour le remercier, lui donne un match par équipe. Briggs il vient par la suite. Inamura dévoile que c'était euh, une stratégie japonaise pour avoir une chance au titre. Donc, j'étais triste au début de voir Inamura quitter et après ça, très heureux de voir que ce n'était qu'une stratégie. Donc, il aura une chance au titre avec Briggs contre Hank and Tank la semaine prochaine à NXT. Oui. Ben, Euh, après ça, c'était l'événement principal, je crois. C'est ça? En fait, il y a plusieurs choses avant ça. Ah oui. Tony D'Angelo qui était avec Adriana dans un hôtel et qui euh, lui disait qu'elle devait aller dans une safe house en sécurité, que c'est pas sécuritaire de retourner à la maison. Et Pour vrai, ça entre toi et ressemble moi, je vais faire une à... parenthèse là-dessus. Euh, Tony Angelo j'ai l'impression, a le calibre d'acteur des acteurs des Feux de l'amour à TVA. J'ai l'impression que tout ce qui se passe avec cette histoire-là pourrait passer à 4 heures l'après-midi à TVA. Je sais pas si Il ça n'a passe jamais encore, les Feux de l'amour. sous-estimé les talents d'acteur de Brooke qui, depuis 20 ans, est constamment dans nos télé. Mais on peut-tu que faire quelque chose, quelqu'un, là, c'est terrible. Personne ne croit à cette mafia-là. Je pense que c'est aussi pire que les Fashion Police. Arrête d'insulter Jean Hérodi comme ça, là. Non, Mais les Fashion Police, c'est Fandango et. ah, moi, quand je parle à Fashion Police, je pense tout le temps à Jean Hérodi, notre Non, légende, j'ai pas notre attaqué dieu. personnellement Jean Héroldi. Mais oui, mais j'ai pas tant détesté le segment de Tony D'Angelo, mais de la façon que c'est emmené, on dirait vraiment que la famille va l'abandonner parce qu'il est tellement concentré sur protéger et tout faire tout seul. Mais Ok, mais mettons, on prend un petit 2 minutes pour en parler, là. Est-ce que tu es investi dans cette histoire-là? Est-ce que tu y crois? là, je suis quand même investi, oui, c'est un match contre Stax et qui s'en vient. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va suivre, le reste de la famille va se ramasser avec qui. Ouais, Parce que, attends, mais je vais développer sur ce que je dis. Parce que, pour vrai, c'est des gars du New Jersey dans des costumes cheap qui ont acheté sa Plaza Saint-Hubert. C'est ça que c'est. C'est mais des j'aime faux quand même mafieux. On dirait qu'ils ont pris le costume d'Halloween au Jean Coutu en 2012, puis ils se sont mis ça sur le dos, ils ont fait on est des mafieux! l'aspect de tout ça, mais peut-être que justement on s'enligne vers la fin de la Libérez-nous famille. quelqu'un. Non, mais, Libérez-nous, tu sais, délibéré. viens pas. Tu sais, il y a tellement eu d'histoires mieux construites que ça. Ça fait dur. Tu sais, je pense qu'objectivement, on peut le dire que ça fait un peu dur, là, que c'est pas crédible. Moi, j'apprécie quand même le segment. J'ai hâte de voir le match. Ça va être un bon match. Même. C'est le Tony D'Angelo qui va se faire abandonner par sa famille. Mais bon. Après ça, on a confirmé le match Ricky Sainz contre Lexis King.
Et le retour de Chase U, Andre Chase, qui a sorti de sa mallette le, le, le chandail rouge iconique de Chase U. Donc, c'est le retour d'un homme de 35 ans qui joue un frat bro universitaire. Ça va être nous qui en aura pas fini notre bac dans 10 ans. Mais on se retrouve donc, oui, pour le combat principal. Stéphanie Vaquer qui a Oui, remporté le match face à Roxanne Perez. c'était pas une grosse surprise, honnêtement. Là. Stéphanie va garder ce titre-là pendant un bon petit bout, je pense. Ouais, et Roxanne, la prochaine étape, c'est être à temps plein à NXT, à la WWE. Julia est apparue après. Jordan Grace regardait de loin. Donc, on tease encore des matchs entre ceux-là. Qu'on va revoir encore sûrement, mais ça va être bon. Et c'est ce qui a conclu, Mais, oui, oui, ben, toi, le tu penses que NXT. Stéphanie va avoir la ceinture pendant combien de temps encore? C'est dur à dire. Je pense que la division féminine est trop forte pour qu'elle garde longtemps. On va vouloir la ramener sur le main roster. Mais il y a un PLE avec Triple A. C'est une ancienne de Triple A. Je crois que c'est pas Mais un moi, hasard. je pense qu'elle risque de pouvoir le garder encore pour au moins jusqu'au. Il n'y a pas un show NXT avant Survivor Series? Je sais pas. Tu sais, moi, C'est je dur pense à qu'elle va le dire. garder jusqu'au prochain gros show d'NXT. Tu sais, le prochain Stand and Deliver-ish, là. Mais je crois que c'est sûr, elle garde au minimum jusqu'en juin pour le PLE avec Triple A. Ouais. Euh, et j'ai dit qu'il était à Triple A, il était à CMLL. Ah. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant de l'avoir lutté avec, dans un combat avec du monde de Triple A, qui est le compétiteur numéro un de CMLL au Mexique. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ce qu'ils peuvent faire. C'est une fille qui est très appréciée au Mexique. Donc, ça va être, tu sais, c'est un bon, ça peut être même le main event pour le PLE, dépendant c'est qui va se retrouver là. Mais je la vois bien conserver un certain temps encore, le titre, mais en même temps, avec la qualité de la division féminine, elle va peut-être aussi monter sur le main roster dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et elle mérite d'être là aussi. Oui. Bon, par la suite, on a eu le droit à notre ben, un gros épisode de SmackDown quand même. Un épisode de SmackDown d'après WrestleMania. euh, qui était quand même. Ben, c'est un peu à la hauteur de ce que je pense qu'on va pouvoir avoir le 8 août prochain au Centre Bell. Parce que c'est un peu l'équivalent de ça. Nous, on va voir le SmackDown d'après SummerSlam, si je me trompe pas. C'est ça, Sam? Ouais, c'est ça, on va voir le SmackDown après SummerSlam. Ça va être intéressant. Puis, tu sais, cette semaine, tous les shows ont été bons. Raw, SmackDown, NXT. Il y a tout eu une continuité similaire, un retour. Donc, toujours intéressant. Puis là, on a commencé encore une fois le En show force, avec John avec. Cena. Ouais. Ouais, 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 Et puis après ça, il y a eu l'intervention de Randy Orton. Randy Orton a lancé un défi à John Cena pour Backlash qui va être dans sa ville natale. Ben, la ville natale de Randy Orton, évidemment, à Saint-Louis, dans le Missouri. ouais, un bon match quand même. Euh, je sais pas quoi penser encore de ce match-là, Randy. J'ai envie de le voir gagner à Saint-Louis, de l'avoir un autre titre, mais en même temps, j'ai envie que ce soit quelqu'un de différent qui remporte contre John Cena. Non, c'est ça. Moi, je pense, ben, comme je te dis, moi, je pense qu'on va voir Cena encore pour un bon petit bout. Ben, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que John garde la ceinture jusqu'à son départ. C'est une belle façon de. Il y a une affaire qui me fait hésiter, c'est qu'il lui manque le titre intercontinental pour être un Grand Slam champ. C'est vrai, hein? Connaissant la WWE doit être au courant de ça, puis la WWE doit être en train de penser. Est-ce qu'on va voir John Cena to belt? Je pense pas. Non, je pense que ça serait, il perd le titre, puis après ça, il remporte le titre
intercontinental, mais Ouais, mais c'est c'est parce que sûr que l'affaire, c'est que John Cena est pas. J'ai l'impression que le titre intercontinental, c'est un peu pour les mid-carders, mais de plus. Genre, mettons, l'élite du middle card. Je sais pas si tu le vois comme ça. oui, mais en même temps, John Cena, tu sais, il a été tellement longtemps champion US, puis il a emmené le championnat US à un autre niveau. Oui. Mais ça pourrait être intéressant de le voir suivre ça. Tu sais, le championnat, c'est le Mais, seul qui lui je- manque. mais je pense pas que la WWE laisserait partir John sans qu'il y ait son fameux titre intercontinental. Parce que la fédération mise beaucoup sur le titre de Grand Slam Champion. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un titre américain, le titre intercontinental, ben jadis le titre universel et le titre de champion du monde, c'est ça? Ouais, c'est les quatre plus grandes Les ceintures quatre en plus grandes importance. ceintures. Ouais, Puis c'est ça, c'est même. Il y a le record de championnat du monde, même si c'est pas officiellement les bons chiffres, mais c'est les chiffres de la WWE. Ric Flair l'a remporté plus de fois, mais on a toujours tenu au 16 ou 17 de Rick. Je sais pas si c'est 16. ouais. Puis là, tu sais, le champion présentement intercontinental, c'est Dominic. C'est pas quelqu'un qui. Dominique sera pas là pour. Ce sera pas un long race. Dominique, c'est un champion de transition. C'est ça, donc ça peut être intéressant. Puis en même temps, Dominic, méga babyface présentement, ça pourrait être intéressant de voir peut-être Mais c'est parce Finn que Balor écouter le l'affaire, match. c'est que Dominique est tellement au centre d'histoire qu'il n'y a pas nécessairement besoin du titre pour être intéressant. Ouais, puis il y a de la tension avec Finn Balor. Ça pourrait être intéressant de voir Finn Exactement. Balor Moi, je quitter le pense qu'on va match. capitaliser là-dessus. Est-ce qu'on va donner le titre à un heel Finn Balor? Mais Peut-être. à ce moment-là, je peux peut-être aller d'un long shot. Pourquoi pas John Cena to belt et faire perdre son titre de champion du monde contre Dominic? Attends, j'ai jamais vu, on va dire un long shot, si je peux prendre l'expression. J'ai jamais vu, ça c'est un long shot de 4 kilomètres de long, là. J'haïrais pas voir ça de voir John Cena remporter le titre intercontinental avec une intervention de Finn Balor et pour se venger, Dominic qui le challenge et qui obtient un titre pour le championnat du monde. Ou pourquoi pas Dominic Mysterio, Money in the Bank winner, qui cash in sur John Cena. Ouais, mais je verrais pas pourquoi Dominique serait champion. Parce que c'est le gars le plus over de la compagnie présentement. C'est étrangement ça. Mais ça fait bizarre. Tu trouves pas? Ben, je pensais ça aussi mais il fait bien avec un titre intercontinental. Fait que si un futur champion, c'est sûr, c'est le futur de la compagnie. Il est déjà excellent, là. C'est le futur. Attends, t'es en train de me dire que Dominic Mysterio, c'est le futur de la compagnie au même titre que Javon Evans. Dominic Mysterio va avoir une meilleure carrière que Javon Evans. Tu penses? Ouais. Javon Evans va avoir une solide carrière, mais Dominic va en avoir une autre aussi. Ok, mettons, on regarde WrestleMania dans 4-5 ans. Toi, tu vois le main event, Dominic Mysterio? Dominic Mysterio contre Jacob Fatu pour le titre. Ouf. Jacob, je te le laisse, mais Dominic, je suis pas sûr. Dominic, il a tout un WWE guy. Il est encore jeune, il a 28 ans. Il a tellement progressé depuis ses débuts. Il a la meilleure date de fête au monde, le 5 avril. Euh, Bon, ok, dans WrestleMania 8 ans, on va avoir Sam Claviette comme champion aussi, un peu parti. seulement dans mes rêves, malheureusement, j'ai pas les skill sets, mais Dominic les a justement. Donc, Ok, mais moi, je pense que ça va être à surveiller. Définitivement, c'est pas un mauvais lutteur. Il est très bon. Mais, euh, mais je pense pas que. En tout cas, on verra. Mais. Fait que toi, tu le vois comme au même niveau que John Cena.
présentement, il est meilleur que John Cena, mais c'est pas dur à battre, là. Mais Mais c'est parce honnêtement, que tout le. John Cena a ses longues années de travail qui Ouais. lui permettent aujourd'hui. C'est tout ce que c'est la carrière qu'il a construit qui lui permet d'être plus. Mais en ce moment, John Cena, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est excellent comme méchant. Mais dans le ring, c'est pas ça, là. Moi, je pense que John Cena est la carrière que ce que Undertaker aurait dû avoir. Dans le sens que John Cena va arrêter juste avant le, le match de trop. Mais on sait que sa carrière sur une pente descendante, ça, c'est pas un secret pour Ouais. personne. Puis justement, en étant heel, ça lui permet de faire des mauvais matchs Ouais. sans puis bien paraître dans ça. Puis tu sais, en plus, il tease qu'il va pas faire nécessairement beaucoup de matchs encore. Tu sais, il tease que Mais c'est parce qu'il les... dit il veut ruiner la lutte pour tout le monde. quel moment de ruiner la lutte en donnant son titre à Dominic Mysterio. Je pense que je serais fâché. Mais non, j'aimerais ça, voir ça, mais Mais de toute façon, on n'est pas encore rendu là tout à fait non plus. c'est ça. Mais Randy contre Cena qui va être à Backlash, je pense que c'est sûr Cena va l'emporter à moins d'une énorme surprise. Mais Puis la j'aimerais ça. WWE sont forts pour offrir des matchs de titre dans la ville d'un lutteur et de Ouais, faire ben, perdre ce lutteur-là. ils l'ont fait avec Sami Zayn à Montréal, mais en même temps, tu sais, c'est pas le bon moment pour donner ce titre-là, mais en même temps, j'aimerais ça voir Randy avec un titre. Mais exactement, tu sais, Randy ferait quoi avec ce titre-là? Dans le sens que c'est pas nécessairement. Randy a pas nécessairement besoin de ce titre-là. Je pense que Randy a besoin de se construire une histoire pour lui-même depuis son retour. Non, ben Randy, il a 45 ans, tu sais, il est sur la pente descendante, veut pas, c'est normal. Puis je pense que s'il y a un moment pour qu'il y ait une dernière run de champion, ça serait là. Mais sinon, quel âge? Il a pas eu la cinquantaine, je pense. Sinon, il y a 52, je pense. Ah ouais, ok, je Ah non, pensais qu'il non, c'est vrai, il y a 48, John Cena. Ok. Ben, c'est ça, 48 ans, c'est pas comme Undertaker Ouais, qui a c'est arrêté de sûr, lutter John Cena est plus jeune que. John Cena est le héros de jeunesse de R-Truth, mais est plus jeune que R-Truth. Ouais, exactement. Ben, c'est ce qui éclore le chapitre John Cena et nos spéculations. Ouais, après ça, bon, il y a eu les débuts de Axiom sur De le main Fraxium, plutôt. roster. Oui. Ben oui, Fraxium, oui. Axiom et Nathan Frazier qui ont fait Donc, leur début dans une victoire contre Los Garza. oui. Ça fait beaucoup de lutteurs masqués sur le main roster en ce moment. Écoute, moi j'aime ça. Axiom, il est excellent aussi. Fraser aussi. Tu sais, les deux ont eu des moments en solo sur le main roster à certains niveaux. Mais là, c'est vraiment le début de l'équipe qui se rajoute à une division par équipe qui est déjà excellente. D'ailleurs, ça a été le main event spectaculaire, si je peux me permettre, de SmackDown. Donc, ouais, mais c'est la victoire contre Los Garza avec un bon petit match. Et bon, Los Garza, c'est la bonne équipe à faire perdre. Tout est bon. Ouais, tout à fait. Par la suite, t'as dû triper sur ce moment-là. T'as préféré Jade Cargill qui est arrivé pour un match contre Tiffany Elle pour a le rien titre. fait pour avoir ce titre, cette opportunité au titre-là, honnêtement. Jade, Et ben le match, vous avez vu comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par une intervention de nul autre que Nia Jax. Non, de Naomi avant. Ah, Naomi, c'est vrai, pardon. Naomi, Il et était par la suite, Nia Jax. en mode scène de crime revêtue de ruban jaune de Ben, police. ça fait plusieurs fois qu'elle sort avec ce outfit-là, me semble. Mais ça, et après ça, Nia Jax est revenu attaquer Tiffany. Première apparition, oui, depuis le Elimination Chamber pour Nia Jax, qui avait perdu le tag team match avec Candice LeRae contre
Justement, Tiffany en équipe avec Trish Stratus, donc belle première apparition. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu quand Ouais, même, ça faisait donc un bout. c'est ça, très intéressant. Un petit mois et demi sans elle. Surtout qu'il est rendu meilleur qu'avant, là, et plus une blesseuse en série. Ben, Mais c'est souvent ça. D'ailleurs, si tu remarques, elle a commencé rough. Après ça, elle a pris une pause. Elle est revenue un peu mieux. Mais on dirait qu'elle se construit à chaque fois qu'elle revient une pause un peu. ouais, mais là, elle va se faire perdre, elle va se faire battre par Tiffany, ça va être bien, ça va être intéressant. Puis... Mais Ouais, c'est exactement. Ben, par la suite, on a eu la promo entre LA Knight et Drew McIntyre qui a eu, ben, qui a donné sur un match entre les deux pour le match de, voyons, pour avoir une chance au titre. Exactement. ouais, mais avant tout, il y avait Jacob Fatu avec Solo aussi. Bon, Jacob Fatu qui est over euh, au bout, puis Solo qui est détesté. Solo qui a pris tout le crédit pour le championnat de Fatu. Fatu qui l'a interrompu. Bon, après ça, Elena qui a paru. Drew McIntyre est apparu. Euh, et Nick Aldis qui a donné ce championnat qui allait avoir lieu un peu plus tard dans le show. Parce que pour l'instant, c'était le titre nord-américain, oui, le titre US, oui, Ouais, américain. de Chelsea Green qui était en jeu contre Zelina Vega. Oui, exactement. Je me souviens de t'avoir texté et ta réaction, ça a été quoi? Et Zelina Vega a remporté contre Chelsea Green. Chelsea Green qui avait le titre depuis un bon petit bout déjà. Ben, en fait, ça a été la première championne, donc c'est ça, le titre depuis le début, sans le défendre énormément non plus. Mais même si oui, c'est un titre mid-card, comme on dit, je suis pas nécessairement le plus grand fan de Zelena Vega, mais quand même, Mais surtout qu'elle a commencé comme manager. comme mouthpiece, si on peut permettre l'anglicisme, de Andrade dans un spectacle au Centre Bell. Oui. Qui, Par la suite, après ce match-là, on a pu voir le grand retour d'Aleister Black. ouais, qui est venu interrompre de Miz. Oui, avec son finisher qui est un coup de pied. J'ai oublié le nom du finisher, ça m'embête. Je ne connais pas les moves, mais oui, C'est un coup de pied derrière la tête. Si vous ouais. avez déjà vu Aleister Black lutter, vous avez déjà vu le coup. Donc, il a tué de Miz et ça va Ouais, donner un match. qui est de retour avec un œil bleu et un œil de sa couleur naturelle. Ouais, puis ça va donner un match cette semaine à SmackDown. Toujours intéressant. Puis un peu après, on a aussi vu en backstage Bianca Belair qui s'est brisé des doigts et devra donc être absente un certain moment. Donc, Bianca qui va devoir prendre un repos forcé. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Des doigts brisés, ça peut être quand même long, mais en même temps, c'est pas un an d'absence. Donc, ouais, Bianca est blessée. Oui, par la suite, on a eu le droit au match de qualification pour le titre de Jacob Fatu. On a vu Drew McIntyre qui l'a emporté face à LA Knight pour un combat, justement, contre Jacob Fatu. Jacob Fatu qui portait un jersey des Raiders à l'envers cette semaine. Avec son nom écrit, oui, le match qui a s'est terminé par une disqualification, en fait, deux interventions. Solo Sikoa qui a attaqué LA Knight, notamment pendant que l'arbitre ne regardait pas. Et lorsque Drew McIntyre est arrivé pour faire son Claymore en faisant son compte, il a simplement été pris par la jambe par Damien Priest, Drew qui avait un peu dit, mal parlé de Damien Priest en disant que ça, qu'il allait être absent un certain temps et tout. Ça, on sait d'habitude. Ça arrive souvent que quand l'adversaire heel dit que le gars va être absent longtemps, il revient assez vite.
Oui, disqualification, je ne sais pas si ça va vraiment donner une chance au titre ou si on va juste refaire ce match-là. Euh, Ça va être à voir. Mais ça crée des histoires encore. Puis moi, Drew McIntyre contre Jacob Fatu, c'est un combat que je veux voir, c'est sûr. Oui, tout à fait. Ben, par la suite, on a eu le main event tant attendu, le match de WrestleMania après WrestleMania, le Ouais. combat de tag team c'était Street Profits contre DIY, contre Motor City Machine Gun et dans un triple threat tag team match, les Street Profits ont remporté la ceinture dans un match qui était, ma foi, exceptionnel. Ouais, soit Cage Match a donné 9,44. C'est un match. Le deuxième match, oui, par d'échelle, oui, de l'histoire de SmackDown pour les titres par équipe. Le premier, c'était le légendaire match entre les Dudleys, les Hardys, Edge et Christian et Chris Benoit, euh, qui est en équipe avec Eddie Guerrero. Donc, c'était quand même une grosse pression pour ces gars-là de devoir de suivre un autre combat aussi légendaire que ça. Et les gars ont été exceptionnels. Montez Ford qui a attaqué ses adversaires avec la prothèse de Oui. jambe d'un gars dans foule. Ben, vous le savez, là, j'espère qu'on n'apprend pas ça à personne, la lutte, c'est scripté d'avance. Si vous avez suivi le podcast, je pense que vous avez vous avez compris que c'est sous-entendu. Sam, est-ce que tu penses que la jambe était scriptée? C'est sûr que non. Non, c'est ça, hein? Penses-tu que la WWE pénalise dans ce cas-là? La WWE laisse aller hors script quand ça le rapporte. Puis dans ce cas-là, je pense que c'était bien d'aller hors script. Ouais. Ça a Mais, créé un moment. Quand ça va hors script pour créer un moment, c'est souvent apprécié. Tout le monde apprécie ce mais match. justement, vous avez probablement vu le reel aussi, là. C'est rendu un reel, c'est rendu un short, c'est rendu. L'image est partout sur les médias sociaux. Si vous avez un peu de lutte dans votre algorithme, vous avez vu ça, c'est certain. Ouais, il y a ça. Puis Angelo Dawkins qui a spear ses adversaires Ben, c'est ça. en Moi, je me demandais sautant si de c'était. l'échelle. Je t'ai texté pour te demander, penses-tu que c'est une référence au Spear c'est Edge, me semble, dans le match de 2001, qui avait fait un Spear du haut de l'échelle? Ouais, puis c'est sûr, DIY puis Street Profits, c'est des geeks de lutte. C'est le genre de gars qui aiment la lutte profondément. Motor City Machine Gun, je crois aussi, même si je connais moins leur historique WWE, parce que même s'ils ont été tellement longtemps à TNA. Et tu sais, toi, avant le match aussi, tu disais c'était peut-être pas nécessairement de calibre avec les autres équipes, mais c'est quand même trois très bonnes équipes. Street Profits qui font la Je vais revenir sur victoire. ce que je t'ai dit. J'avais l'impression que c'était pas nécessairement. Tu sais, pour que ce soit un deuxième match, pour qu'il nous l'ait annoncé comme le deuxième match de l'histoire de SmackDown, euh, je me suis dit que ça allait pas être au niveau du match légendaire. Du premier match qui est légendaire, qui est un match facilement je pense, dans mon top 10 des matchs depuis le début des années 2000. Ouais, puis ils ont prouvé tard, ça, c'est certain, mais tu vois, t'as Street Profits qui, même s'ils n'ont pas le statut légendaire, c'est une très bonne équipe qui sont là depuis des années. DIY, c'est deux gars qui sont extrêmement bons, ça a peut-être été plus difficile en tant qu'équipe, mais que depuis avec la division à SmackDown qui va bien, c'est excellent. Puis Tom Motor City Machine Guns, que je t'ai déjà dit, ils ont, comme je te le disais justement, ils ont été avec justement les Dudleys à TNA. Ils ont été avec toutes ces équipes-là. Et ce qui ressortait de ça, c'est eux la meilleure équipe de tous les temps à TNA. Oui, il y a plusieurs. Il y a d'autres équipes qui ont bien fait, mais quand on parle des meilleures équipes dans tous les temps à TNA, c'est eux qui sont parmi les trois non mentionnés, c'est certain. Donc, c'est quand même trois équipes qui ont
beaucoup de talent, trois équipes qui ont une excellente chimie, ça aide, c'est sûr aussi. Et ça a donné un match qui a volé le show et qui a été probablement le meilleur match à la WWE de toute la semaine et même depuis un mois, je dirais, ça a été le meilleur match. Oui, exactement. Pour clore l'émission, je voudrais parler du preview du Raw cette semaine, étant donné que étant donné qu'on n'a pas pu en parler, on n'a pas pu parler du Raw la semaine passée. Donc, je sais pas si t'as suivi un peu. Cette semaine, on risque d'ouvrir l'émission avec Seth Rollins, Braun Breaker et Paul Heyman qui vont parler de la situation de ce qui ils vont parler de ce qui s'est passé la semaine passée à Raw. C'est la semaine passée, Ouais, hein? ça va être. Je suis Ouais, vraiment tout ouais. perdu. Par Ouais, la ça va suite, être intéressant, c'est ouais. sûr. Par la suite, on va avoir Becky Lynch qui va parler de ce qui l'a poussé à agir envers Lyra Valkyria. On se souvient, après avoir perdu les titres par équipe féminin, Becky Lynch a décidé de s'attaquer à la pauvre Lyra Valkyria. Oui, c'est à ce moment-là qu'on va peut-être voir un rapprochement avec Paul Heyman, avec le groupe avec Seth Ben, Rollins qui est potentiel, arrivé. c'était mon call, si je peux utiliser l'expression. Est-ce que ça va se passer? On l'espère, c'est On pour l'espère être que ce serait fou. Ce serait vraiment cool d'avoir une grosse faction outre que Judgment Day. Ouais, ben en fait, ce qui ressort, c'est que tu rajoutes ça, il faudrait aussi une équipe pour se rajouter à ça éventuellement. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. Oui, exactement. Par la suite, on a ben, les débuts de Roxanne Perez à Raw. Ouais, contre Rhea Ripley dans un match, ça va être très bon, même si Rhea va l'emporter. À moins non, j'en ai dit une intervention de Bianca Belair, mais elle est blessée. Oui, c'est vrai qu'elle est Et blessée. ouais. Ouais. Et par la suite, ben, l'élément le plus essentiel du spectacle, ton préféré, Logan Paul va faire une apparition à Raw. Qu'est-ce que Logan Paul va dire? Lui qui était censé en 2025 être à temps plein et il ne l'est pas. Logan Ben Paul oui, qui a mais d'ailleurs fait temps plein un. pour Logan Paul, ça veut dire être temps plein pour John Cena, être temps plein pour l'Undertaker rendu là. Logan Paul qui a d'ailleurs fait le gender reveal de son futur enfant dans un match de lutte dans sa cour arrière. Mais ça, c'est quand même cool parce que ça montre que ça donne un air. J'aime la lutte. La lutte me tient est quelque chose d'important pour moi parce que on va pas se mentir. Logan Paul a l'air de regarder la lutte de haut quand il lutte. Il regarde tout le monde de haut. Ben, c'est son personnage. Personnage qui Oui, lui va à ravir, là. une certaine partie réelle parce qu'il n'a pas toujours été la personne avec le plus de jugement. Parlez-en aux autorités japonaises. Oui, c'est vrai. C'était lui ou c'était son frère? C'était lui, hein? Non, c'était lui, avec Ah, son mon Dieu. magnifique chapeau digne de Toy Story et c'est ça. Mais avant de conclure, je voudrais juste revenir sur TNA. Oui, c'était Rebellion hier. Et il y a eu plusieurs personnes de la WWE qui ont fait des apparitions ou qui ont des anciens WWE qui sont apparus, notamment Sidney Hakim, qu'on a plus connu sous le nom de Reginald, le sommelier de Carmella et de Scripps à NXT, qui a été dans le euh, Ultimate X match de TNA et qui a vraiment bien paru. C'est très intéressant. Il est très athlétique. Euh, il- c'est quelqu'un qui a décidé de continuer. On le sait que son côté athlétique vient de son expérience en tant qu'artiste du Cirque du Soleil. Mais ouais, donc je voulais en parler vite fait. Elio De Vikingo de Triple A qui était là aussi, nous qui avait gagné son titre. Sinon, le tag team four-way match féminin, il y avait Metaphor, Gerard Jackson et Lash Legend, ainsi que Gigi Dolan et Tatum Patrick qui avaient eu une chance au titre de la WWE mardi, qui étaient dans le match entre deux équipes de NXT. Sinon, Sean Waltman, mieux connu sous le nom de
X-Pac qui était en compagnie des Rascals et de Ace Austin dans leur match contre The System. On l'a vu faire un move sur Alicia Edwards qui est tellement bon dans son rôle. On l'a vu à Montréal l'an dernier. C'était très bonne pour faire chier la foule, si je peux me permettre. Sinon, une chose intéressante, les Nemeth qui ont battu les Hardys. Ouais. Est-ce que c'est quand même une surprise parce que, bon, oui, Nick Nemeth, anciennement Dolph Ziggler, il est apprécié, mais Ryan Nemeth, c'est pas nécessairement ça non plus. Mais est-ce que ça veut dire que les Hardys ont peut-être quitté, peut-être aller à la WWE pour une dernière run avant une retraite? Est-ce qu'on va voir les Nemeth aller à NXT? Ça peut être intéressant aussi. Mais ça, sinon, le main event, Joe Hendry qui défendait son titre contre Ethan Page, qui avait été tué par la TNA à son départ, mais qui est ressuscité sans trop comprendre pourquoi, et aussi Frankie Kazarian. Et après la rencontre, après le match, c'est Trick Williams qui a attaqué Joe Hendry. Donc, on en revient à la question que tu posais tantôt. Est-ce qu'un gars de NXT pourrait avoir un championnat TNA? Ben, Trick Williams, pour moi, ça serait le gars qui pourrait le faire, honnêtement. Ben, c'est parce qu'il faudrait qu'un moment donné, il faudrait qu'ils décident de nous donner ça parce que on va connaître les résultats des matchs d'avance. Ouais, C'est mais les c'est matchs ça. pour le titre. Parce que c'est un peu. Tu sais, c'est un peu comme aller voir un live show anciennement de la WWE et où il y aurait un match pour le titre où faut vraiment y croire parce qu'on le sait au fond de nous que le titre ne changera pas dans un show non télévisé. C'est arrivé deux, trois fois que ça change, mais pas. Ouais, puis ça se fait. En fait, ça arrive plusieurs fois, mais ça se fait moins dans l'ère moderne, là. C'est souvent ce qui se passait, c'était le titre changeait, puis après ça, le lendemain, dans un autre house show, il revenait à l'ancien champion. Ça, c'est souvent arrivé surtout avant, là. Mais Ouais. ouais, puis je pense que Trick Williams il est rendu à un point où est-ce qu'il a tout fait à NXT. Tu sais, le main roster, ça n'a pas l'air à être tout de suite. Donc, pourquoi pas passer une été à TNA? Pourquoi pas? Tu sais, c'est un gars qui est incroyable, qu'on peut croire. Puis en même temps, tu fais un échange de talent. T'emmènes Joe Hendry à NXT, peut-être plus à temps, ben, je dirais pas de temps plein, mais faire plus de shows à NXT, puis t'envoies Trick Williams. C'est un échange de talent qui est très intéressant Ok, là-dedans aussi. mais mettons qu'on se pose la question à 100 piastres, si je peux utiliser l'expression plutôt. Est-ce que, est-ce que tu penses que la WWE va acheter TNA? TNA est à vendre. Ça serait fou d'imaginer que WWE ne le ferait pas. Je pense que c'est dans les plans, puis ça serait utilisé aussi comme un système de développement. Et si tu achètes TNA, tu achètes aussi le catalogue de TNA, Ouais. qui est extrêmement riche, qui est rempli de. Tu peux voir des matchs de AJ Styles, tu peux voir tous les matchs de Drew McIntyre, tu peux voir un match Drew McIntyre et LA Knight qui s'est passé en 2012. J'en ai déjà parlé, mais ok, mettons qu'on pense à ça, là. Tu sais, moi, c'est ce que je ferais à être dans les dirigeants de la WWE. J'achèterais TNA, je garderais ça secret et je partirais une guerre un peu à la WCW versus WWF. Ouais, tu fais une guerre NXT contre TNA, en plus c'est trois lettres, ça se fait bien, ça se dit bien. Ouais, je pense que TNA. ça pourrait. En tout cas, si c'est ça qui se passe, je pense que je pense que ce serait la chose la plus incroyable qu'on pourrait voir. Ouais, puis ça serait peut-être une bonne façon d'emmener Tessa Blanchard, qui est une figure extrêmement controversée et c'est pour ça que la WWE ne l'a pas encore signé. Oui, C'est une rappelle-nous, c'est quoi la controverse déjà? C'était pas des propos racistes? oui, des propos racistes que
elle se serait réconciliée avec la personne, mais en même temps, pas fait d'excuses publiques. Ben, est-ce que tu C'est, sais ce qu'elle avait dit? oh, je me rappelle, je sais pas si je l'ai déjà su, mais l'important, c'est juste que c'est des trucs racistes envers une lutteuse noire. Et c'est ça, donc ça lui a valu une expulsion de TNA. Il y a aussi eu d'autres controverses un peu. Elle a refusé, elle a kidnappé le titre TNA pendant la pandémie aussi. Dans le fond, Volontairement, pas genre un vol scripté, genre en fait c'est ma ceinture. ben, comment dire, elle a, en bon québécois, crissé son camp au Mexique avec le titre et voulait pas le perdre. Bon, ok. Fait que tu sais, sa fin à TNA avait pas trop bien été. Tu sais, pandémie, est allée au Mexique. Parce qu'elle était non seulement championne, était pas championne féminine à NXT, oui. Elle avait le gros titre là, quand même, Tessa Blanchard, le titre poids lourd de la TNA. Donc, et elle l'a un peu kidnappé, ça l'a fait des froids avec TNA à l'époque, ce qui a peut-être aussi mené à une mauvaise réputation pour elle à un certain point. Euh, mais tu sais, c'était quand même quelqu'un qui luttait souvent, tu sais, qui luttait contre des hommes à Impact à l'époque. Tu sais, elle a lutté contre Ethan Page, elle a lutté contre Ace Austin, elle a lutté contre The North en équipe. euh, Mais en- oui, mais je voulais t'interrompre. Est-ce que tu penses que ben moi c'est une affirmation juste là. Si TNA achète WWE, je pense que c'est vraiment le clou dans le cercueil des AEW. Ben même que le cercueil est déjà plus que cloué pour AEW, je pense. En fait, AEW, le problème, c'est qu'ils se concentrent pas sur, ils se concentrent sur ce que la WWE fait plus que sur leurs produits. Exactement. Parce que encore, je sais pas si c'était quelque chose qui a dernièrement il a été mentionné, mais Tony Khan, euh, il parlait de la guerre des mercredis, qui était NXT contre AEW à l'époque. Et il disait, on a gagné les ratings 44 et 1, et le 1, c'était en raison de Adam Cole qui était juste à côté de lui. Donc, pour mettre over un peu Adam Cole, mais encore là, c'était comparé à NXT que maintenant, si tu fais les comparables, NXT est loin devant, là. Ouais. La guerre, oui, ils ont gagné la guerre, mais ils sont pas plus forts, c'est ça le problème. Non, c'est ça. Ils ont gagné une Puis, bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. ouais, puis là, tu sais, il emmène des lutteurs qui ont du talent, c'est sûr. Il y a beaucoup de talent à AEW, mais c'est aussi un endroit où est-ce que les carrières stagnent, où est-ce que c'est, ils se vantent d'avoir la meilleure division féminine aux États-Unis alors qu'ils sont pas capables de booker les femmes. Non, exactement. Tu sais, Mercedes Moné, depuis qu'elle est là, Mais une autre c'est- question, est-ce que tu penses que le modèle d'affaires WWE fonctionne mieux que le modèle d'affaires AEW? Moi, je pense que oui. Dans le sens que le modèle de pas d'avoir toutes tes émissions qui sont disponibles au même endroit, que ce soit PLE ou euh, Raw SmackDown, le fait que ce soit pas nécessairement, ça coûte pas nécessairement 60$ pour regarder. En fait, AEW essaye d'aller tranquillement vers ça. Ils se sont d'ailleurs fait critiquer parce que les pay-per-views sont désormais disponibles sur Amazon Prime et il y Gratuitement ou a à la location? à la location, mais il y a des OK. gens qui, qui croyaient que ça allait être gratuit, un peu comme le deal de Netflix. Et il y a des gens d'AEW qui ont un peu ri de ces gens-là en disant, vous pensez vraiment que ça aurait été gratuit ou whatever, mais en même temps, tu peux dire, ouais, mais WWE l'a gratuitement. Mais je pense que, justement, je pense que c'est un concept de fidélisation, là. Le fait que t'aies pas nécessairement à débourser 60$ par événement de plus pour regarder la fin de tes histoires, ce qui boucle ton histoire, ça fait que je pense que ce modèle-là est résolu, pas résolu, plutôt, mais est rendu désuet plutôt. Parce que je pense que les gens sont habitués d'aller vers une plateforme de streaming pour ça. Ouais, c'est sûr. Puis,
sais, AEW ont du talent, mais Oui. les champions par équipe, c'est The Hurt Syndicate, Bobby Lashley avec Shelton Benjamin. Champion TBS féminine, c'est Mercedes Moné. AEW Women's Champion, c'est Tony Storm. Le champion mondial aussi, c'est John Moxley. Mais ce qui est, il manque de talents qui ont crié, qui poussent. Puis, Toi, tu penses que tu c'est sais, une question de talent? Moi, je pense que c'est une question de modèle d'affaires. ben, moi, je pense que c'est un mélange de tout parce que AEW, les histoires sont. C'est présentement l'histoire de MJF, c'est qu'il essaye de rejoindre The Hurt Syndicate. MVP veut, mais Bobby Lashley puis Shelton Benjamin ne veulent pas. C'est extrêmement faible et wack, je te dirais, comme histoire. Ouais, mais leurs matchs, quand même, peuvent être des. Leurs Les matchs matchs viendraient. les matchs de AEW sont de la qualité extrême. Les Puis, histoires sont horribles. mais c'est ça, fait que je pense que. Je pense que peut-être que l'achat de. Si Amazon Prime achetait AEW, je pense que AEW serait de retour dans la compétition. Si on pouvait avoir tout disponible pour le paiement de Amazon Prime vidéo, mettons, de base, je pense que ça réglerait tout. Ben, Je pas tout, crois mais pas que en ça partie, réglerait ça tout, permettrait au moins à la compagnie d'avancer. mais il manque de quelque chose de spécial, il manque d'histoire, il manque de. J'ai pas de raison d'aller écouter AEW. Et tu sais, il y a cette semaine, je voyais un post sur Facebook dans les groupes de lutte qui disait ah, j'ai pu aller voir AEW. Tu sais, pendant que la WWE, les billets sont chers, mais AEW, j'ai payé pour 80$, je suis comme aux abords de la scène, du ring, puis tout. Mais s'il y a des billets aussi peu chers, c'est parce que AEW gère mal ses prix de billets, que AEW, on le sait, les billets à Montréal ont passé de 200$ à 50$ parce que ça Ben se vendait oui, pas. exactement. De 200$ à 50$, de 35$ à 200$ aussi. Ça fluctuait beaucoup. Il y a des gens à Montréal qui ont payé pour être au parterre et qui ont payé 800$ qui étaient à côté de personnes qui ont payé 50$ pour un billet. Je me souviens parce que je me souviens que quand ils sont venus, c'était l'an dernier, il y a 2 ans. C'était. Écoute, ils ont floppé les. Pour vrai, ils reviendront plus, là. Mais. Puis en plus, AEW ont attendu beaucoup trop tard avant de venir à Montréal aussi. Exactement, ça. Ils ont attendu quoi, l'année 3-4 de leurs produits? Écoute, je ne savais pas, mais. AEW, c'est avant la pandémie, me semble. Ouais, ouais, c'est 2019, AEW. Après ça, bon, il y a eu tu sais, il y a eu la pandémie. Ils ont fait là. Puis après ça, ils ont fait une première tournée canadienne. Montréal n'était pas dedans. Non, c'est ça. Première tournée canadienne, tu vas à Windsor à place d'aller à Montréal. Windsor. Tu En tout sais, ça, cas, c'est 2023, le AEW, puis comme Radio-Canada a fait un article sur ça, presque 5 ans plus tard, l'AEW débarque enfin à Montréal, mais il était trop tard. non, c'est ça, c'est une question de conquérir des marchés. Puis 2023, c'est quand le gars vedette d'AEW quand ils sont venus à Montréal, Ethan Page. Ouais. Ils ont fait beaucoup d'erreurs à Montréal, puis c'est ça le problème. Tu fais ta merch, mais t'emmènes 50 t-shirts pour une salle de 3 000 personnes. Des choses qui est revenu énormément sur Montréal et Québec, des shows de AEW, il n'y avait pas de merch. Ouais. Tu sais, quand un lutteur indépendant est capable d'avoir plus de merch qu'une compagnie de lutte, ça paraît mal. Non, c'est ça. Après, parce que AEW ont toujours. AEW, c'est les Shadow Sanders de la lutte. Euh, je savais qu'on allait parler de Shedder Sanders Écoute, aujourd'hui. on n'a pas fait de référence depuis, fallait Je genre. la voyais venir, j'étais comme, c'est-tu lui, c'est moi, c'est lui, c'est moi qui va la faire. J'étais comme, c'est une question de temps avant qu'on parle de Shedder Sanders. Mais dans le sens que c'est une compagnie qui se pense énorme. C'est une bonne compagnie, mais ils se pensent énormément supérieurs à ce qu'ils sont réellement. Puis, Ouais, mais ils, ils ont, AEW, ils ont pas de père avec un chapeau de cowboy qui gonfle leur ego. mais ben,
Tony Khan, c'est Ouais, un je peu m'en disais ça. Tony Khan. Je vais le résumer Tony Khan. Tony Khan, c'est. Puis son père qui a les Jaguars. Les Jaguars. Un homme de succès, quoi. Ben, les Jaguars, que pendant leur rencontre, à la mi-temps, il y avait des shows de AEW cette année. Mais c'est ça, que AEW, c'est une. Tu sais, ils se pensent supérieur. Tu sais. Le Attends, jeu pendant les vidéo, matchs des Jaguars, ils mettent un ring au. ben, je crois qu'il y avait un espace où il y avait un ring, puis il y avait comme des matchs de AEW. C'était comme une place backstage, qu'il y avait des matchs, puis que la foule pouvait être là. Ah, c'est quand même cool, ça, par exemple. Mais ça, AEW, le problème, c'est que même le jeu vidéo AEW Fight Forever, c'était un jeu vidéo qui arrêtait pas de dire qu'il allait révolutionner l'industrie. Le jeu est, se vendait 80 $ et est rendu que le monde ne le veut même pas à 20 $, là. Ben, ok. Ça, c'est moi qui est victime du marketing. Mais j'étais sur le Xbox, le magasin Xbox cette semaine. Puis, je regardais les jeux en ligne parce que c'est la vente du printemps. Bref. Et là, je vois Fight Forever pour 15 $. Et je me souviens, je sais pas si tu te souviens, on en a parlé comme plus tôt, je pense, cette année. On s'en était parlé, je me souviens plus où. Probablement au mois de terreau. Euh, et tu m'avais dit, non, même pour 5$, le jeu est trop cher. Oui, mais peut-être qu'ils se sont améliorés. Parce que c'est possible, parce que j'ai vu quelqu'un justement qui parlait justement sur les discussions de lutte sur Facebook, que ça disait ah, mais AEW tu sais, il préférait jouer à AEW Fight Forever que WWE 2K25. Fait, en disant que 2K25, il y a trop de glitch puis tout. Sauf que si AEW Fight Forever, c'était juste des problèmes de bugs puis Ouais. des. Mais le problème de AEW Fight Forever, c'est que c'est un jeu qui était pas complet, qui a été lancé et qui était censé être révolutionnaire. Ils disaient les meilleurs graphiques. Finalement, ils ont fait ah, mais on va pas faire les meilleurs graphiques parce qu'on va favoriser le gameplay. Finalement, le gameplay était pas bon non plus. Que- Mais ce que j'ai vu, c'est c'est vrai que t'as beaucoup d'options d'armes que tu peux avoir, par exemple, pour les tâches, ça qui est cool. oui, il y a beaucoup mais en même temps, les contrôles étaient horribles. Il va falloir que je réessaye. Puis justement, on pourrait peut-être faire un live sur Twitch sur AEW Fight Forever. Mais Mais moi, je l'ai pas, mais je pense peut-être l'acheter sur la Switch. Parce que je trouve que ça a l'air d'un bon jeu de Switch. ouais, les jeux en copie physique sur Switch, là. C'est parce que les jeux de Switch, bref, on vous fera des chroniques gaming une autre fois, là. Mais ouais, c'est. Puis ça, je pourrais faire un live sur Twitch justement pour nous permettre à nos fidèles auditeurs de voir ça, mais t'as beaucoup d'options, sauf que les graphiques sont décevants. La majorité des lutteurs sont disponibles en DLC que tu dois payer. Ah, ça, par exemple, c'est. En fait, ils font des passes de saison que tu débloques que tu débloques des lutteurs. C'est compliqué. C'est ça, faut que tu payes pour avoir tel lutteur, faut que tu payes pour en avoir un autre, puis fait que ça finit que Matt Hardy est disponible. Puis en plus, la moitié des lutteurs qui sont sur le jeu sont rendus à WWE. Ouais. Ma question, c'est est-ce que Luchasaurus est là? Je pense que oui. Ah. Luchasaurus. Si vous savez pas ce qu'est Luchasaurus, c'est un homme âgé d'un certain âge qui se déguisait en dinosaure et luttait comme un dinosaure. Je peux dire aussi lutte encore, je te confirme qu'il est encore là. Il est encore là, parfait. Il lutte En encore. fait, il est devenu les bras de Christian. En tant que fan de dinosaures, je trouve ça quand même un peu offensant. Je suis un Mais fan de oui, lutte et de dinosaures, mais jamais je me dis qu'il faudrait que les deux soient mélangés. mais oui, c'est un dinosaure de 40 ans. C'est comme certaines personnes qui, je connais, qui mangent leur pâté chinois séparé. Je pense à une personne justement qui mange son pâté chinois séparé. Pour moi, c'est la même chose pour la lutte et les dinosaures, ça va pas ensemble. Mais bref, c'était notre segment critique de AEW pour finir. Ouais, exactement. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine, notre 10e épisode. On vous dit à la semaine prochaine.